Donc, je suis le professeur Ftahi Nordin du département de physique de la faculté des sciences de Rabat, Université Mohammed V. Aujourd'hui, je vous présente les systèmes planaires et leurs caractéristiques, donc le dioptre plan et le miroir plan. Dans le premier exercice, on va s'intéresser à une pièce de monnaie qui est située au fond d'une piscine de profondeur H0 égale 3 mètres. Bien évidemment, l'indice de l'eau est égal à 1,33 et vous avez un observateur qui est à l'extérieur de la piscine, qui est situé dans l'espace d'indice N0 égale à 1. Alors, la question qui se pose est la suivante, sachant que cette pièce de monnaie est un point tellement petit, d'un point de vue optique, elle va se comporter comme une source ponctuelle qui va émettre de la lumière dans toutes les directions de l'espace. Et lorsque les rayons lumineux vont arriver au niveau du dioptre plan, ils vont subir un phénomène de réfraction. Bon, la loi qui régit le phénomène de réfraction, c'est la troisième loi de Descartes qui relie l'angle d'incidence et l'angle de réflexion à travers les indices respectifs des deux milieux. Bon, dans l'exemple qui nous intéresse aujourd'hui, sachant que le milieu d'incidence, c'est le milieu le plus réfringent, lorsque le rayon va traverser ce dioptre plan ici, OR, le rayon réfracté va avoir tendance à s'éloigner de la normale, et par conséquent, l'angle de réfraction est supérieur à l'angle d'incidence. La question qu'on se pose à ce niveau-là est de savoir si tous les rayons issus de cette pièce de monnaie vont pouvoir traverser la surface dioptrique. Bon, je vais prendre un exemple, je dirais particulier, un rayon particulier pour lequel l'incidence correspond à un angle d'incidence IC critique, pour lequel l'angle de réfraction est égal à pi sur 2. D'accord ? Bon, il s'agit ici d'une réfraction rasante, et je peux déterminer cet angle particulier justement en appliquant la relation la relation de Descartes, pour laquelle je prends ici R est égal à pi sur 2, et je peux obtenir l'expression de cet angle particulier, c'est un angle critique qui s'écrit tout simplement comme étant arc sinus N0 sur N. Maintenant, si je prends un rayon incident sous un angle supérieur à IC, l'angle ici, le phénomène qui se produit, c'est plutôt la réflexion. Et donc ce rayon ne peut pas traverser en réalité le dioptre plan. Seuls les rayons qui sont ici, je reprends l'expression de IC, et pour des angles, comme je viens de le dire à l'instant, tel que I est supérieur à IC, eh bien, ces rayons vont se réfléchir et revenir sur le fond de la piscine. En quelque sorte, un observateur excentré par rapport à la piscine ne pourrait pas voir cette pièce de monnaie. Maintenant, si je prends un rayon tel que l'angle d'incidence est plus petit que l'angle IC, eh bien là, par réfraction, le rayon peut sortir, donc par réfraction, et arriver au niveau de l'observateur. Et donc, c'est uniquement pour des rayons dont l'angle d'incidence est inférieur à IC qu'on peut justement voir des rayons qui vont traverser. En réalité, ce que l'observateur va voir, ce n'est pas l'objet A directement, mais c'est plutôt son image à travers le dioptre. Cette image, je peux la construire assez facilement. Alors, dans un premier temps, je construis ce qu'on appelle la projection orthogonale de A, de l'objet A sur le dioptre, en traçant justement cette droite AS, que je note S. Et si je trace le prolongement du rayon réfracté, son intersection avec cette droite AS se situe au niveau du plan A', et A' est tout simplement l'image de A à travers justement le système dioptrique plan qui est justement cette surface plane qui sépare l'eau de l'air.
Et je peux assez facilement déterminer cette position en utilisant tout simplement la relation de conjugaison d'un autre plan, d'accord, qui s'écrit de façon simple. Donc j'ai M0 SA', donc je détermine la position de A par rapport à la projection orthogonale S qui est égale à M sur SA. Et vous voyez assez facilement que je peux déterminer SA', que je note H, en fonction de la position de l'objet par rapport à S, donc la profondeur H0 étant égale à 3, que je divise par 1,33, ça me donne quelque chose qui est égal à 2,25. Et donc, en réalité, la pièce semble être à 2,25 mètres de la surface, alors qu'elle repose au fond de la piscine à 3 mètres. Donc voilà en fait, l'exercice 1. Bon, je passe à un exercice qui est similaire, mais cette fois-ci, j'ai un vase dont le fond est horizontal, contenant 3 couches, cette fois-ci, de liquide non miscible. Non miscible, c'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas. Et donc, chaque couche, comme indiqué sur le schéma que vous avez ici, est caractérisée par un indice, donc M1, M2, M3, et une épaisseur particulière, donc E1, E2, E3. Et vous avez au fond de ce vase, si vous voulez, un poisson qui se trouve à 3 cm du fond de ce vase. Et on vous demande de quelle distance ce poisson paraît-il rapproché ou éloigné pour un observateur regardant le poisson du haut du vase. En réalité, on va procéder de la même manière que dans l'exercice précédent, c'est-à-dire qu'on doit essayer de déterminer l'image du poisson, donc, qui est l'objet P, à travers ce système qui est en réalité une association de 3 sous-systèmes, donc de 3 dioptres, D1, D2, D3, d'accord? Et je peux construire l'image du poisson à travers le premier dioptre, tout simplement, que je vais noter P1. Et cette image, P1 va jouer le rôle d'un objet par rapport au dioptre D2. Et j'obtiens son image, donc le P1 va jouer le rôle d'un objet par rapport au deuxième dioptre. Et je vais obtenir une image intermédiaire P2 qui va à son tour jouer le rôle de l'objet par rapport au troisième dioptre D3. Et finalement, j'obtiens l'image finale que je peux voir effectivement comme étant l'image de P2 à travers D3, mais également comme étant l'image de P à travers tout le système optique qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, bon, pour répondre à la question posée, il suffit simplement de chercher la position de P3 après la réfraction à travers les 3 dioptres plans. Bon, je commence ici, je reprends tout simplement les projections orthogonales H1, H2, H3 de l'objet P respectivement sur les dioptres D1, D2, D3. J'applique la relation de conjugaison pour le dioptre D1, donc elle s'exprime, vous regardez ici. Bon, je l'exprime en fonction de H1, donc ici j'ai les indices respectifs et je peux l'écrire assez facilement sous cette forme-là. Bon, pour la deuxième équation, elle est relative au dioptre D2. Et donc ici, de la même façon, je viens appliquer la relation de conjugaison à ce niveau-là et je retrouve cette équation, donc développée par rapport à H2, cette fois-ci. L'objet, c'est bien évidemment P1 et l'image, c'est P2. Donc je reprends ici une deuxième fois parce que j'en aurai besoin pour le développement mathématique. Et finalement, ici pour le dioptre D3, la relation de conjugaison, c'est cette relation qui va relier P3 à P2 à travers les indices respectifs. L'indice extérieur, c'est l'air, c'est pourquoi j'ai ici 1. Bon, je développe grâce à la relation de Schall cette expression, et donc j'ai H3P2 qui est égal à H3H2 plus H2P2, d'accord? Et vous voyez que ce terme que vous avez ici, le H2P2 sur N3, c'est tout simplement H2P1 sur N2 que je remplace ici. Bon, en quelque sorte, je veux me débarrasser de cette image intermédiaire P2.
Et je vais faire la même chose, en fait, je vais essayer de me débarrasser de P1 également, en écrivant H de P1 sous la forme H de H1 plus H1 P1, d'accord? Et finalement, j'obtiens une expression de H3 P1, c'est-à-dire la position de l'image P3 en fonction de la position de l'objet P, d'accord? En fait, la question qui est posée au cours de cet exercice, c'est quelle est la distance entre la position de l'objet et la position de l'image. Pour ce faire, c'est très simple, je rajoute ici le terme P3H3 au terme H3, ici P3, pour obtenir PP3, et donc je le rajoute ici, et finalement, en utilisant les expressions de chaque terme ici et les valeurs numériques, j'ai PH3 qui est égal à 36 cm, H1P qui est égal à moins 12 cm. À ce niveau-là, il faut faire attention, nous manipulons des valeurs algébriques, donc il faut faire attention aussi. Et quand j'applique justement au niveau de l'application numérique, je trouve que la distance entre P et P3 est égale à 11,8 cm. Et c'est justement, c'est exactement la même chose que nous avons remarqué lors de l'exercice précédent, c'est-à-dire que le poisson va paraître plus proche de la surface que la réalité, parce que ce que l'observateur de l'extérieur voit, c'est plutôt l'image P3, et on n'a pas accès directement à l'objet P. Donc voilà. Moi je passe à l'exercice numéro 3, dans lequel j'ai un prisme en verre qui est rectangle en A, ayant un indice de réfraction L, bien sûr supérieur à 1. Les deux faces orthogonales ici de ce prisme, donc A, B et BC, sont rendues réfléchissantes grâce à une fine couche métallique. Et vous avez un objet lumineux qui va émettre un rayon vers la face ici, la face AC, sous un angle d'incidence I. Bon, ce rayon va subir dans un premier temps, bien sûr, ici une réfraction, puis une réflexion au niveau du miroir BC, et bon, après il va subir une deuxième réflexion au niveau de la face réfléchissante AB, et il va quitter le prisme à travers justement le dioptre AC. Et là, on voudrait justement déterminer comment ce rayon va traverser ce système. Bon, on va tracer le schéma optique quelque part de ce rayon. Bon, dans un premier temps, je trace au niveau de l'interface AC, c'est-à-dire au niveau du point I, je trace la normale et je détermine assez facilement l'angle de réfraction, qui est bien évidemment dans ce cas plus petit que l'angle d'incidence, parce que le rayon arrive d'un milieu d'incidence moins réfringent, alors qu'il arrive dans un milieu plus réfringent d'indice supérieur. Donc l'angle de réfraction est plus petit que l'angle d'incidence. Maintenant, pour le rayon qui va se réfléchir au niveau du point J sur le miroir BC, bon, je trace également la normale, je détermine l'angle d'incidence, l'angle de réflexion est rigoureusement identique à l'angle d'incidence. Bon, de la même façon, quand j'arrive sur la face réfléchissante AB, sur le miroir AB au niveau du point K, je trace la normale au miroir en K, et je peux déterminer l'angle de réfraction plutôt ici l'angle de réflexion sans difficulté, c'est bêta ici. Et vous allez remarquer à ce niveau-là que cet angle plus cet angle, c'est-à-dire alpha plus bêta, plus pi sur 2, bon, ça fait en tout 180 degrés, et donc je peux montrer assez facilement que alpha plus bêta est égal à pi sur 2. Donc, lorsque le rayon arrive en L, nous allons remarquer que justement, l'angle d'incidence à ce niveau-là est rigoureusement identique à l'angle de réfraction, c'est-à-dire R, et par conséquent, lorsque le rayon va sortir à travers le système, il va sortir avec un angle ici de réfraction qui est rigoureusement identique à l'angle d'incidence initiale. D'accord? Maintenant, pour déterminer ce qu'on appelle la déviation, moi je vais orienter le sens positif dans le sens des aiguilles d'une montre, et je vais déterminer progressivement les déviations du faisceau, plutôt du rayon incident.
D1, dans un premier temps, au niveau du point I, c'est la déviation du rayon que je peux exprimer très facilement en fonction des angles d'incidence et de réfraction. Effectivement, c'est I moins R. Bon, au niveau de J, vous voyez très bien que cette fois-ci, cette déviation, c'est tout simplement l'angle pi moins 2 alpha. D'accord? Je fais la même chose au niveau du point K. Ma déviation, c'est pi, cette fois-ci moins 2 bêta. Et au niveau de l'interface AC, c'est-à-dire au niveau du point L, j'ai ma déviation qui est cette fois-ci égale à I moins R. Bon, il est à noter que pour D1, la déviation est donc dans le sens opposé du choix que nous avons établi au départ, arbitrairement bien sûr, alors que D4, D2 et D3, d'accord, c'est des déviations qui sont positives, ce qui fait que la déviation totale s'exprime tout simplement en fonction de D1, D2, D3 sous cette forme-là. Et le signement que vous avez ici s'explique par le fait que cette déviation se fait dans le sens opposé du sens positif choisi initialement. Et si je fais cette somme, ben justement, si vous voyez très bien ici, ce terme et ce terme vont se simplifier. G pi plus pi, ça donne 2 pi. Et 2 alpha plus 2 bêta, ben ça fait pi. Donc 2 pi moins pi, ça me donne justement d qui est égal à pi. C'est quelque chose que nous avons déjà remarqué lorsque nous avons fait le schéma du chemin optique du rayon depuis l'entrée jusqu'à sa sortie. Donc le rayon quitte le prisme parallèlement au rayon incident. Maintenant, on vous demande de déterminer sur le schéma la position de l'image au prime de l'objet à travers le prisme. Donc je voudrais déterminer l'image. Successivement, O va donner une image, en fait plutôt par rapport au dioptre, O1 c'est l'image de O, d'accord? Cette image que je voulais redonner d'un objet par rapport au miroir, eh bien, j'obtiens une image intermédiaire O2 qui va à son tour jouer le rôle d'un objet par rapport au miroir AB. J'obtiens une image intermédiaire O3 qui va jouer le rôle d'un objet par rapport au dioptre AC. Finalement, j'obtiens une image finale au prix, d'accord? Et comment je peux construire ça? Bon, pour ce qui est de la première image O1, eh bien, je trace la droite O et en fait perpendiculairement à la face AC, donc la face dioptrique AC. Et si je trace le support du rayon réfracté, l'intersection avec cette droite va me donner O1, et O1 c'est tout simplement l'image de O à travers ce dioptre. Maintenant, pour ce qui est de l'image O2 de O1, on sait très bien que l'image d'un objet ponctuel par rapport à un miroir courant, c'est tout simplement son symétrique par rapport à ce miroir. Donc, je trace quelque part ici un segment de droite qui est perpendiculaire au plan du miroir, et de façon symétrique, j'obtiens ici O2, qui est le symétrique de O1 par rapport justement au plan du miroir. Ben, je fais la même chose pour le deuxième miroir, c'est-à-dire que je dois déterminer le symétrique de O2 par rapport à AB. Bon, j'obtiens O3, donc voilà, je construis successivement les trois images. Et pour déterminer l'image finale, bon, je trace quelque part la projection orthogonale de O3 sur le dioptre AC, d'accord, à ce niveau-là. Et je fais pareil, je trace le support, le prolongement du rayon réfracté qui émerge de mon prisme. L'intersection se fait au niveau du point O', d'accord? Et donc O', c'est tout simplement l'image de O3 à travers le dioptre AC, d'accord? Cette fois-ci, N1, d'accord? Donc je sors du verre pour aller dans l'air, et je peux voir également ce O' comme étant l'image de O à travers tout le système optique que nous avons étudié. Donc voilà.
J'arrive à l'exercice 4 dans lequel je vais m'intéresser à ce qu'on appelle une lame à face parallèle. Bon, une lame à face parallèle, c'est tout simplement, je dirais, un bout de verre avec des faces qui sont parallèles. Et on voudrait ici tout simplement tracer la marche d'un rayon lumineux faiblement incliné par rapport à l'axe optique de ce système. Bon, ici, ce système est tout simplement l'association de deux dioptres D1 et D2. Bon, à travers le dioptre D1, l'image de A, c'est A1, qui va jouer le rôle d'un objet par rapport au deuxième dioptre, et l'image finale, c'est A'. Et donc, je peux ici envoyer un rayon lumineux qui va subir à ce niveau-là une réfraction. Bien sûr, l'angle de réfraction est plus petit que l'angle d'incidence, parce que je passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent. Et lorsque j'arrive au niveau du dioptre D2, je m'aperçois que l'angle d'incidence, ici, c'est petit r qui est rigoureusement le même, exactement l'angle de réfraction que j'ai là. Et par conséquent, lorsque le rayon va sortir sous un angle de réfraction qui est exactement égal à l'angle d'incidence initial. D'accord? Pour déterminer je dirais, les images ici de façon géométrique, il suffit simplement de tracer les prolongements des rayons à chaque fois qui sont réfractés. Bon, pour le premier rayon, quand je le trace, j'obtiens une intersection qui se fait à ce niveau-là, et donc ce point que vous avez ici avec l'axe optique, bon, c'est tout simplement l'image de A à travers le premier dioptre que vous avez là. Et je fais la même chose par rapport au deuxième rayon réfracté. Donc ici, l'intersection se fait au niveau de A', d'accord? Et pour déterminer en fait la position de ce A', je vais appliquer les relations de conjugaison ici et là. Bon, la première relation de conjugaison s'écrit de façon très simple, c'est tout simplement par rapport justement à la projection orthogonale S1 sur le premier dioptre de l'objet A. Eh bien, ça s'écrit tout simplement S1A qui est égal à S1A1 sur N, d'accord? Pour le deuxième dioptre, j'exprime de la même façon, cette fois-ci, en fonction de S2, qui est la projection orthogonale, en fait, si vous voulez, de l'objet A1 ou même de l'objet A sur le dioptre D2. Et donc, vous voyez très bien que ici, je vais essayer de me débarrasser de cette image intermédiaire A1 en utilisant ce qu'on appelle les relations de Chasles. Donc, j'écris S2A1 sous la forme S2S1 plus S1A1 sur N. Et à ce niveau-là, je vais ici exprimer S1A1 sur N en fonction, justement, de S1A, d'accord? Que je retrouve ici. Et finalement, qu'est-ce que j'obtiens? Si je m'intéresse à la distance entre A et A', il suffit simplement de rajouter ici A S1, c'est-à-dire la position de l'objet par rapport à S1 que je connais, et j'obtiens finalement quelque chose qui va s'écrire sous cette forme-là. Et donc, ici, cette distance va s'exprimer de cette façon, et vous voyez très bien que A S1 et SA1 vont se simplifier, et ce qui va me rester, c'est uniquement S1, S2, S2, S1 sur N, en introduisant, je dirais, la quantité positive E, qui est tout simplement S1, plutôt S2, S1, eh bien, je vais en fait arriver à la conclusion que la distance A', c'est tout simplement E, facteur de 1 sur 1 moins N. D'accord? Donc j'ai déterminé la position, ou plutôt la distance algébrique entre l'objet et l'image finale. Maintenant, je vais m'intéresser à un système un peu plus élaboré, plus compliqué, dans lequel je vais métalliser la face, la deuxième face de la lame parallèle, de la lame à face parallèle. Au lieu d'avoir un dioptre D2, j'ai un miroir cette fois-ci. Et donc, dans ces conditions-là, j'ai un système un peu plus compliqué dans le sens où le système en question, je vais vous montrer ici assez rapidement le schéma, d'accord? J'ai un schéma, j'ai ici une face qui est totalement réfléchissante
Et je peux montrer assez facilement ici que ce système est équivalent à l'association de trois sous-systèmes. Donc un dioptre S1, donc R vert, un miroir totalement réfléchissant, et finalement j'ai ici le rayon lorsqu'il va se réfléchir, il va sortir à travers le dioptre cette fois-ci, N, donc le vert, pour aller dans l'air. Et pour déterminer justement ici l'image, moi je vais procéder de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais progressivement calculer déterminer, établir les relations de conjugaison, trois relations de conjugaison relatives aux trois sous-systèmes. Pour le dioptre R vert, eh bien la relation de conjugaison s'exprime de cette façon. C'est tout simplement S1A1 qui est égal à M S1A. Pour le miroir, bon, il n'y a pas de problème, vous avez ici le A2 et le symétrique de A1 par rapport à S2. D'accord? S2 étant la projection orthogonale ici de A1 sur le miroir. D'accord? Bon, ici, de la même façon, je vais essayer de me débarrasser de cette image intermédiaire A1 et la remplacer par la position de l'objet. Et donc, j'utilise ici la relation de Schall, S2, S1 plus S1 A1. Et je vais me retrouver ici avec moins SA1 qui est tout simplement égal à N S1A que je reprends ici. Et finalement, j'exprime la relation entre cette fois-ci A seconde qui est l'image finale et A2 par rapport bien sûr à S1, c'est la projection orthogonale sur le dioptre, donc qui s'exprime de cette façon, d'accord? Donc j'ai S1 A'2 qui est égal à S1 A2 sur N. Bon, je dirais le même raisonnement me permettra d'éliminer A2, d'accord, ici en utilisant la relation de Schall. Et donc vous voyez très bien que j'obtiens ici S2A2. S2A2, je le connais en fonction de S2A1, donc je vais le changer à ce niveau-là. Et voilà ce que j'obtiens. J'obtiens finalement que SA', c'est en fait ici, c'est E plus E. Je remplace en fait le S2A2 ici par NS1. D'accord? Et finalement, je peux développer les calculs ici assez facilement. À un certain moment, je retrouve une expression de S1A2 à seconde comme étant 2E sur N plus AS1. Et je vais procéder de la même manière que tout à l'heure. Je vais m'intéresser plutôt à A à seconde en rajoutant le terme A ici S1. D'accord? Et vous voyez très bien que ici, je vais retrouver le 2N sur le 2 sur N plus AS1 et AS1. Donc ici, ça va me donner également 2AS1. Et l'expression ici est différente par rapport à la lame à face parallèle que nous avons étudiée tout à l'heure, parce que justement, dans ce cas-là, cette distance, elle dépend bien sûr de E et de N, mais elle dépend également de la position de l'objet A. Contrairement au cas de lame à face parallèle, je dirais classique, simple, sans, je dirais, miroir. Bon, je vais voir un peu comment le rayon va ici se propager. Moi, il va subir, pour l'instant, il ne se passe rien de différent par rapport à la lame à face parallèle. J'ai une réfraction. Ici, j'ai une réflexion avec un angle d'incidence et de réflexion qui sont égaux. Et quand j'arrive à ce niveau-là, bon, je m'aperçois que l'angle d'incidence ici est le même que l'angle de réflexion que j'ai là et l'angle que j'ai ici. Donc forcément, le rayon, quand il va sortir ici, il va sortir sous un angle de réfraction qui est identique à l'angle d'incidence initial. Bon, je peux déterminer A1 tout simplement en traçant le prolongement, le support du rayon réfracté. Ça, c'est l'image de A à travers le dioptre. Je peux tracer la position de l'image intermédiaire A2 donnée de A1 par le miroir. C'est tout simplement le symétrique, justement, de A1 par rapport à S2. Et finalement, je peux déterminer la position de façon géométrique de A seconde, tout simplement en traçant le rayon
le prolongement du rayon réfracté qui va couper l'axe optique au niveau du point A seconde, d'accord, et j'obtiens géométriquement l'image, donc, et j'arrive justement ici à déterminer la position de l'image A seconde de A par rapport à tout le système optique, d'accord. Et vous voyez très bien qu'à ce niveau-là, je peux déterminer un système équivalent. Si je mets un miroir exactement au milieu entre A et A seconde, eh bien ce système optique est équivalent à notre système qui est composé en quelque sorte d'un diode, d'un miroir et d'un diode. D'accord? Donc le système équivalent, c'est tout simplement un miroir que je vais venir placer exactement au milieu entre A et A seconde. Merci de votre attention.